Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous l'avez annoncé, André. Marcel Gauchet, l'un de nos derniers vrais philosophes français, également historien, qui a publié en 2021 Macron 2, les leçons d'un échec aux éditions Stock. Bonjour Marcel Gauchet. Bonjour. Alors Marcel Gauchet, Macron, les leçons d'un échec. Je ne citerai pas tous vos livres parce que toute l'émission s'y passerait. Vous avez écrit énormément d'essais avec vous-même et puis avec des partenaires. Et alors, c'est intéressant parce que ce livre est paru donc octobre-novembre 2021 et Macron, les leçons d'un échec, comprendre le malheur français. Je rappelle que c'est le tome 2 puisque vous aviez fait un tome 1 déjà avec Éric Conan, je crois, et François Azouvi en 2016. C'est bien cela. Et donc, comprendre le malheur français. Alors, on va peut-être commencer, je suis très prétentieux, le tome 3 avec vous, Marcel Gauchet, pour essayer de comprendre au fond ce qui s'est passé, parce que depuis, il y a eu une élection, et on a retrouvé le même schéma qu'en 2017, et le même résultat qu'en 2017. Macron-Le Pen, Macron gagne. Alors franchement, est-ce que les leçons de cet échec, pour lui, il va vous dire, mais attendez, de quel échec parlez-vous regardez, je suis réélu, bien, nettement en tout cas, donc tout va bien. Ah, tout va bien pour lui, du point de vue de la réussite électorale. On verra du point de vue de la réussite politique. L'intéressant paradoxe de cette élection, c'est que c'est l'échec que j'essaye de décrire dans ce livre qui a fait la réussite électorale de Macron. Il y a des réussites qui comptent, il y a des réussites qui procèdent d'un échec. Il n'a pas réussi à transformer la France, il n'a pas réussi, comme il nous l'annonçait en 2017, il faut se souvenir de ces paroles, qu'il allait retirer aux Français les motifs de voter pour les extrêmes. Oui. C'était ça, son il programme. Le disait, si le Front National est au second tour, c'est que nous n'avons pas réussi. Voilà. Donc, sur ce plan, il a majestueusement échoué, mais à la faveur de cet échec, il a gagné un nouvel électorat, d'une certaine manière. Il est devenu, lui, le candidat de la révolution, ou en tout cas de la transformation, le candidat du statu quo, de la situation existante, si j'ose dire, le président des retraités, pour lesquels la stabilité qui garantit le paiement des retraites à la fin du mois, et on les comprend très bien, est la préoccupation principale. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment le candidat des boomers, quoi, en fait, ce qu'on appelle les baby boomers, etc. Mais alors, ce qui est vraiment intéressant, on va en parler pendant une heure, et vraiment avec un grand plaisir, Marcel Gauchet, c'est que ce que vous énumérez dans votre livre, et vous dites, et on va parler, est-ce que le péché originel n'est pas qu'il est devenu ce que prévoyait, enfin ce qu'a donné 62 l'élection du président de la République au suffrage universel? Est-ce que Macron n'est pas devenu non pas un exemple, mais peut-être une caricature de ce système? Est-ce que ce système n'est pas arrivé au bout du rouleau? On va en parler juste après les informations. Et vous n'avez pas tous les jours l'occasion de discuter avec Marcel Gauchet, donc appelez-nous au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et encore une fois, la France aussi, puisque quelqu'un qui l'analyse très bien, Marcel Gauchet, a écrit, c'est son plus récent livre, je ne dirais pas son dernier, sûrement pas, Macron, les leçons d'un échec, comprendre le malheur français, tome 2, avec Éric Conan et François Azouvi. Alors justement, on avait commencé d'en parler, Marcel Gauchet, mais au-delà de ça, au fond, vous résumez très bien le problème du président, un homme, un peuple. On voit ce qui s'est passé. Là, il vient effectivement d'être réélu. On va en parler parce que dans votre livre, vous commencez d'ailleurs par les lendemains et l'explication et l'analyse de l'élection de Macron en 2017, bien sûr. Alors, s'il y avait une différence par rapport à 2022, puisque c'était il y a quelques jours, vous diriez quelle différence? Une différence totale. En 2017, Emmanuel Macron est l'homme nouveau, l'outsider absolu qui fait irruption dans un jeu politique qu'on croyait verrouillé.
On avait l'impression qu'on était installé, non pour l'éternité, mais pour longtemps, dans une alternance tranquille, gauche de gouvernement, droite de gouvernement. Et en 2022, c'est au contraire, on peut dire même, le candidat politique absolu, celui qui fédère tout le milieu politique, et qui est en train d'ailleurs d'absorber autour de lui tous les anciens partis du système. C'est l'homme du système, le concentré du système. On ne peut pas imaginer de contraste plus fort. C'est vrai que il est devenu l'incarnation, en fait, du système. Et si je puis dire, le seul personnage politique, la seule personnalité politique crédible de ce système. Car ce qui m'a frappé, moi, dans cette élection de 2022, c'est l'effritement incroyable de personnalités portées en principe par de grands partis, des réseaux de notables très importants, Valérie Pécresse, oui. Anne Hidalgo, n'en parlons même pas. Oui, le PS, même les écologistes, même Yannick Jadot. Après tout, il y avait eu la vague verte au municipal qui avait amené tout un personnel nouveau. On pouvait avoir l'impression qu'on avait affaire à des géants potentiels, et on découvre que Emmanuel Macron est le seul survivant, en fait, dans le personnel politique avouable, présentable au regard du mainstream médiatique. Il est le seul. Il gagne parce qu'il est le seul. Oui, et ceux qui survivent, et il a évidemment une candidate anti-système qui ne peut que perdre dans le cadre où nous évoluons. Et un candidat de gauche extrême, sinon d'extrême gauche, qui est Mélenchon, qui survit aussi. Alors, le cas Mélenchon est encore un autre cas, puisque lui, c'est la voiture balai de la gauche, Mélenchon. Il ramasse tous les traînards sur son parcours, tous ceux qui sont prêts à abandonner, et il les amène à un score finalement honorable, dont on va voir d'ailleurs, je suis très curieux, comme beaucoup de Français, je l'imagine, de voir comment va se décanter cet électorat au moment des législatives. Parce qu'il est très composite, précisément, à cause de cet effet voiture-balai. Mais alors justement, pour revenir à Macron, président, il a absorbé tel un trou noir au fond toutes les galaxies, quoi. Il les a vraiment fondues, etc. Mais alors, est-ce que ça ne vient pas, est-ce que ça n'interroge pas Marcel Gauchet, et vous l'avez fait vous-même, sur le régime présidentiel? Je m'explique. Il ne s'agit pas de dire s'il y a une république ou pas, mais on a l'impression, on en parlait un peu hors antenne, que l'élection du président de la République au suffrage universel, donc depuis 1962, et on sait très bien pourquoi et quelle cause De Gaulle l'a fait, il l'a fait à son image, mais lui il était un démocrate, la preuve en 69, référendum défavorable, il part dans l'heure. Bon, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le fait que le Parlement, et vous en parlez, est devenu ce qu'il est devenu, une assemblée presque de zombies, on a besoin de faire des débats citoyens, mais quels débats citoyens, pourquoi? Est-ce que le président est doté d'une légitimité, qui va dire, mais c'est très démocratique, mais en même temps, par rapport aux députés, ils disent, mais moi je suis beaucoup plus légitime que vous, puisque moi c'est le peuple français qui m'a élu, une partie, vous c'est votre circonscription. Est-ce que ça ne crée pas à terme quelque chose dont on voit les effets aujourd'hui? En effet, cette solitude extrême du pouvoir, d'un pouvoir qu'on n'appellerait même plus personnel, comme à l'époque du général de Gaulle, mais un pouvoir ultra personnel, totalement concentré dans l'entourage d'un homme seul, pose un problème du point de vue de la philosophie démocratique. En réalité, le régime gaullien devait son équilibre à un système qui n'était pas officiel, mais très fort, qui était la puissance des réseaux notabiliaires, liés en particulier à ce qu'on appelait d'ailleurs les barons du gaullisme à l'époque. Ça voulait tout dire. Il y avait des barons, c'est-à-dire des gens ancrés localement dans une région, les maires des grandes villes, Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux et combien d'autres, qui constituaient une sorte d'équilibre naturel à un pouvoir trop personnel. Ouais. Et je crois que le général de Gaulle, dans sa sagesse, savait très bien composer et laisser jouer un rôle à ce contact avec le pays profond. C'était sa décentralisation à lui, mais avec oui, les barons. C'était une décentralisation incarnée. Alors, précisément,
ce qui est en train de se passer, c'est que il n'y a plus de classe politique locale et territoriale. Oui, il y a des maires, mais ce ne sont que des maires. Ce ne sont pas des personnages politiques qui ont une vocation nationale. On pouvait se demander si, au travers des grandes régions, des personnalités devenues présidentes de régions ne rejouerait pas ce rôle à l'ancienne. Et on a vu que c'était pas du tout le cas. On l'a vu en particulier avec Valérie Pécresse, qui n'a gagné aucune légitimité particulière au fait... Elle était présidente de la région Île-de-France. Et pourtant, la région Île-de-France, ce n'est pas rien. Et on a vu d'ailleurs que quelqu'un comme la maire de Paris, la capitale, ne tirait de ce rôle aucune légitimité politique personnelle qui s'imposerait comme un contre-pouvoir face au pouvoir personnel. Au plan national, rien. Donc il y a une sorte de liquéfaction de la classe politique et de son ancrage dans le pays, ou comme représentation de milieux sociaux. Il y avait autrefois effectivement des représentants du milieu agricole, du milieu patronal, de la classe ouvrière. Il y avait une sorte de diversité sociologique qui se matérialisait dans le Parlement, qui n'existe plus. Combien de Français seraient capables de citer le nom de 10 députés, hors de quelques vieux survivants de l'âge? Mais même maintenant, on ne connaît pas les noms des députés LREM, enfin non, beaucoup. Mais non. Alors ne parlons pas. Alors les députés LREM, je crois qu'on l'a au-delà de 3, et parce qu'on en a entendu parler récemment, personne ne sait de qui il s'agit. Il y a une vedette. C'est un système de vedettariat absolu, et puis des figurants. Des figurants qui sont là parce que les textes prévoient qu'il y a besoin de figurants, mais qui donnent l'impression de ne servir à rien. C'est un système inviable, mais il faut ajouter quelque chose de très important quand on dit ça, c'est qu'en même temps ce système est imbougeable. Et c'est probablement un aspect de notre problème français. C'est grave, ça, oui. C'est fondamental, parce que les Français, même convaincus rationnellement des abus de ce pouvoir personnalisé à l'excès, se disent « Ah, mais si on nous enlève l'élection présidentielle au suffrage universel, qu'est-ce qui nous reste comme corde de rappel vis-à-vis des autorités qui nous gouvernent ?» Non, personne ne peut toucher à cette élection dont on voit en même temps qu'elle représente une impasse politique. C'est ça, en fait, c'est une double peine ou un double piège. On dit c'est la démocratie, mais en même temps, on voit que vis-à-vis de la démocratie véritable, c'est pas ça du tout. Juste un mot, d'où vient cette liquéfaction rapidement de cette classe politique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces représentations dont vous avez parlé, effectivement et justement, c'est devenu un anonymat complet autour d'une seule personne? Vous diriez? C'est un mystère que je ne prétends pas résoudre, parce que c'est une évolution très française. En plus, je crois qu'on n'en a pas l'équivalent à l'étranger, que je sache, dans le monde des grandes démocraties. Il y a une sorte alors probablement faut-il incriminer en dernier ressort une décentralisation très mal conçue, très mal comprise, une mauvaise articulation des différents niveaux de pouvoir entre eux, qui paradoxalement a fabriqué une classe politique anémique de figurants qui peuvent avoir un petit rôle local, mais qui n'incarnent rien aux yeux du public et de la masse des citoyens. Et puis il faut ajouter un facteur sociologique important, une société individualisée où tous les corps intermédiaires se sont eux aussi liquéfiés. Qu'est-ce que représentent aujourd'hui véritablement les syndicats? Que représente véritablement l'Église catholique, une des plus grandes forces au travers non pas simplement du personnel ecclésiastique, mais des représentants de la France catholique? Que représentait le Parti communiste comme organe relais de la classe ouvrière? Et quelle classe ouvrière? Et quelle classe ouvrière? Donc, cette évolution sociale à la base joue un rôle important, mais ça n'explique pas tout, puisque dans d'autres pays, on n'observe pas ce phénomène, et où il y a une classe politique qui continue d'avoir une forte présence sur la scène nationale. On va en parler tout de suite, et on va continuer avec Marcel Gauchet, après cette petite pause. Marcel Gauchet qui nous fait la primeur de sa parole après l'élection présidentielle. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Marcel Gauchet, je cite quelques passages de la conclusion de votre livre que je recommande vraiment, parce que ça explique beaucoup de choses sur ce qui s'est passé justement il y a quelques jours, les leçons d'un échec ou comment transformer son échec en réussite, en tout cas électorale. Le reste, on verra, qui vivra et votera verra. Mais le malheur français, il est là malheureusement, comme disait Marx, on s'est dit mais non, c'est plus le problème de comprendre le monde, comme disait le philosophe, faut le changer. Comment diminuer ce malheur du monde, on en parlera si c'est possible. Mais vous dites ceci, vous dites Emmanuel Macron a été comme mécaniquement aspiré par un mode d'exercice du pouvoir aux antipodes de sa promesse. Vous dites aussi cet activisme solitaire a trouvé son paroxysme dans l'étrange grand débat, étrangement sans suite, effectivement. Et puis vous dites cette chose très très forte aussi, vous dites que effectivement, où sont les voix indépendantes et fortes qu'on attendait de voir, et puis surtout, la dernière cartouche du consensus Emmanuel Macron des élites françaises sur les orientations fondamentalement du pays. La dernière, et il dit l'échec d'Emmanuel Macron, qu'il se succède ou non à lui-même, je rappelle que ça avait été écrit quelques mois avant les élections, nous amène devant un cas de figure particulièrement inquiétant. Ce côté frustration, ce côté faiblesse, ce côté langue de caoutchouc, et surtout le déclassement de l'opinion et l'impuissance démocratique. Tout ça fait quand même quelque chose qui n'augure pas de lendemain qui chante. Et, Marcel Gauchet. Ce n'est pas mon sentiment. J'ai l'impression, en effet, que nous reprenons pour 5 ans quelque chose dont on peut parier, toutes choses égales par ailleurs, qui nous amènera exactement au même point en 2027. Et on peut déjà préparer l'élection de 2027, on sait en gros quelle sera l'équation, c'est quand même assez terrible. Oui, c'est ce qu'on appelle l'agitation sur place. On a l'impression, là pour le coup, je crois que l'expression qui a fait Florès il y a bien longtemps, d'une société bloquée, alors en tout cas d'une société politique bloquée, au milieu d'une grande agitation, trouve son application maximale. Et est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à votre avis, les conséquences politiques, je dis bien, de ce qui s'est passé avec le Covid, ce qui se passe aujourd'hui au-delà des faits militaires, de ce qui se passe en Ukraine, en Russie, est-ce que vous pensez que sur un plan politique français, pour revenir au malheur français, ça ne peut faire que mettre de l'huile sur le feu et d'aggraver peut-être cette crise ? Nous sommes probablement devant des facteurs extérieurs qui vont de toutes les manières déstabiliser la scène reçue et le programme auquel on pouvait s'attendre. Donc, soyons prudents, car là, je crois que nous sommes devant quelque chose qui nous met devant un inconnu profond. Que va être le vrai choc en retour de la crise ukrainienne, qui est bien malin qui saurait le dire. On peut craindre une crise économique majeure, qui résulte en plus du dérèglement de la mondialisation déjà engagée avec l'épidémie de la Covid. Donc, il faut se garder. Mais si on s'en tient aux stricts paramètres de la logique française interne, on voit qu'on va pédaler dans le marasme, pendant quelques années. Oui, alors c'est déjà parti. Oui, mais alors, face à cela, Marcel Gauchet, est-ce que, justement, face à cela, qu'on ne le maîtrise pas et pour cause, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, est-ce que le système politique français, tel que vous l'avez décrit là, est le meilleur, le plus solide pour tenir le coup face aux éventualités? Est-ce qu'on n'a pas déjà, nous, des talons d'Achille, on a parlé, des trous dans la raquette ou des défauts de la cuirasse? Alors, c'est très ambigu, car vous rappeliez vous-même au départ que la Ve République doit son origine à un problème que le système politique d'alors, la 4e République, était incapable de résoudre, la guerre en Algérie. Et à l'évidence, le général de Gaulle a fabriqué, ou a inspiré des institutions capables de faire face à une crise profonde. Oui. Donc, on peut considérer que c'est une force, techniquement parlant, sur le plan politique, par rapport à des systèmes parlementaires où la décision qu'imposent des crises graves est très difficile.
Oui. Alors, on pourrait dire, si nous allons vers une situation de crise importante, comme on peut le redouter, tel que les signes se présentent, on peut dire qu'après tout, nous aurons un système politique qui sera capable de tenir le choc. Sauf que ça dépend Pardon, juste je vous interromps, mais ça dépend des hommes. Justement, De Gaulle était De Gaulle, par exemple. Prenons un exemple. Vous savez très bien, et mieux que moi, que le facteur humain joue un rôle. Par exemple, De Gaulle, à tort ou à raison, avait retiré en 66. En 66, c'était en pleine guerre froide encore, le commandement intégré de l'OTAN. Il avait retiré la France de l'OTAN. Bon, Sarkozy l'a ramené, très bien. Mais est-ce que les institutions qu'a créées De Gaulle, il a créées à sa taille, à son costume, à son image. Est-ce que ça ne dépend pas? En fait, c'est même presque philosophique. Que joue le facteur humain dans cette structure? Est-ce que cette structure, suffit à nous défendre? Enfin, en tout cas, à essayer de mieux se débrouiller face à une crise, ou ça dépend, encore une fois et toujours, de l'homme ou de la femme qui est là? Ça dépend, là je vous rejoins tout à fait. Cela dépend majoritairement du talent, de l'audace, du courage, de la force de caractère de la personne qui exerce le pouvoir. Mais encore faut-il qu'elle ait les instruments à sa disposition. Nous avons les instruments. Avons-nous la personne? C'est le point d'interrogation qui est suspendu au-dessus de nos têtes. Damoclès, quand tu nous tiens, c'est ça. Et juste par rapport à ce que vous avez écrit et par rapport à ce malheur français, est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas, parce qu'on parle toujours des politiques, etc., et le peuple français dans tout ça, enfin le peuple, disons les populations, est-ce qu'elles n'ont pas quelque part, il faut aussi le dire, intégré une espèce de passivité résignée en disant on ne peut rien faire et c'est comme ça et voilà. Est-ce que ça ne joue pas ça? Oui, je crois que c'est un des grands changements d'époque que nous vivons par rapport à ce qu'était la période d'origine de la Ve République. Il y a une transformation de la société qui est allée dans le sens de la liquidation des collectifs. En 1962, disons, au sortir de la crise algérienne, on est dans une société qui croit à l'action, et qui croit à l'action par l'organisation collective. C'était le sens des partis, dont le Parti communiste de l'époque était l'exemple parfait. Mais il y en avait d'autres. C'est une dimension qui s'est complètement perdue. Le fait profond, c'est que les populations, et la population française tout spécialement, qui a pourtant un grand passé dans ce domaine, ne croient plus à l'action collective. Il reste la débrouille individuelle. Et donc, la débrouille individuelle pour les gagnants, mais la débrouille individuelle pour les perdants aussi. C'est ça. Qui sont résignés à leur sort et cherchent des issues personnelles dans une vie privée. D'où l'importance, par exemple, que ne comprennent absolument pas les politiques qui raisonnent chiffres du PIB, transferts sociaux, d'une question comme la retraite. La retraite, c'est précisément le moment où vous êtes délivré de cette contrainte sociale face à laquelle vous sentez que vous ne pouvez pas grand-chose. C'est donc un moment essentiel, un horizon dans la vie des gens d'aujourd'hui, et en particulier des plus faibles, des plus démunis, de ceux qui ont le sentiment de subir et de ne pas pouvoir faire autre chose que subir. Tout d'un coup, ils se retrouvent libres. C'est la liberté. Dans une situation où les capacités d'action, la croyance dans les syndicats, les partis, même les associations dont on fait très grand cas, mais quand on regarde de très près, c'est des toutes petites choses dans un tout petit milieu, même si ça joue un rôle important dans certains secteurs. Donc oui, nous sommes dans une société, au fond, prête à la révolte, en colère, mais résignée fondamentalement, car même quand elle est en colère et qu'elle le manifeste, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, chose pour moi un phénomène extraordinairement révélateur, elle compte avant tout sur des micro-organisations à une échelle locale, beaucoup plus qu'à un grand projet collectif. Et un salaire universel du crépuscule, la retraite. C'est ça. On va continuer avec les auditeurs et Marcel Gauchet. Et vous prenez la parole dans quelques minutes. Vous nous appelez au 0826 300 300. Il vous reste une demi-heure, alors dépêchez-vous. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio.
Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Marcel Gauchet et notre chère Safia qui nous appelle de la Courneuve. Bonjour Safia. Bonjour Safia. Bonjour à tous sur le plateau. Je vais aller à l'essentiel. Je m'adresse directement à Marcel Gauchet. Oui. Par rapport à la perspective de ce qu'on va traverser pour 2022-2027, pour moi je sais que 3-3-2022, j'avais déjà établi les travers pour lesquels on avait passé. On vous entend très haché, Safia, excusez-moi. Hein. On vous entend assez haché. Est-ce que vous n'avez pas mis votre haut-parleur par hasard ou la radio? Est-ce que je suis parfaite là? Oui, là ça va mieux, oui, parce que vous entendez haché. Allez-y, Safia, on vous écoute. J'y vais. Alors, c'est par rapport à ce que j'ai visualisation, ma vision anticipatrice et prospective par rapport à ce qu'on va traverser, puisqu'il a été, on est dans une situation où est-ce que les choses se tendent de plus en plus et qu'il y a un maintien d'un ancien monde et que effectivement Marcel Gauchet a raison de projeter la situation, mais moi je dis qu'il y a une forme d'aboulie et un bouillonnement explosif sur le plan du tissu social et qu'on va aller de chocs successives parce qu'il y a l'état économique qui est déplorable et extrêmement gravissime, et de l'autre côté ce bloc élitaire et cette caste qui veut être cette France légale, qui aurait les manettes et qui voudrait encore maintenir le système, j'arrive pas à voir l'issue finale. Marcel Gauchet, est-ce que l'issue, ne parlons pas de la lutte finale, mais de l'issue finale, est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? Non, on ne la voit pas. Et je pense que cette incertitude compte beaucoup dans la limitation des perspectives d'action de chacun. C'est très difficile de se projeter et ça alimente ce dont nous parlions à l'instant, la difficulté de concevoir un projet collectif. Car nous avons l'impression que nous sommes devant de tels inconnus, de tels chocs possibles, que tout ce que nous pourrions forger comme projet, comme élan ensemble, est menacé et perd son sens dans le moment même où on l'imagine. Et je crois que c'est un élément capital qui explique cette espèce de sentiment de résignation. C'est le grand vent, on ne sait pas où il souffle, on ne sait pas dans quelle direction, donc abritons-nous. Oui. C'est un peu ça. Voilà. Et à quoi bon se lancer dans des perspectives collectives qui de toute façon vont être pulvérisées au premier choc qu'on va essuyer. Oui, intéressant. Merci Safia pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Nicolas qui nous appelle de Bastia. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour André, bonjour Augustin, bonjour Monsieur Gauchet, félicitations pour votre livre. Alors moi je voudrais citer d'abord une phrase dans l'excellent film qui s'appelle Associé du diable, qui dit à un moment donné, on parie notre avenir en bourse alors qu'il n'y a plus d'avenir. Et effectivement c'est un sujet très important parce qu'on nous a mis en tant que peuple dans une situation dans laquelle on ne peut plus se projeter vers l'avenir. Donc on vit dans l'immédiateté de destruction immédiate, maintenant on parle de guerre nucléaire, on parle que tout le monde va mourir de Covid, etc. Et du coup les gens ils font quoi? Ils se raccrochent à l'État. Tout ça s'inscrit parfaitement dans le projet de grande reset, parce que les gens qui ne voient pas l'avenir en fait, ils ne le construisent pas. Et ils se confient, vous voulez dire, à des autorités pour le construire à leur place, c'est ça? Exactement, c'est les autorités qui vont construire complètement l'avenir à la place du peuple. Pour revenir un peu à la scène nationale, nous avons constaté depuis un certain nombre d'années, c'est peut-être 40 ou 50 ans maintenant, qu'en fait il y avait une perpétuation de la classe politique de père en fils, de père en fille, tout ce genre de choses, avec la transmission des carnets d'adresses, des agendas, on s'est placés les uns les autres, on pouvait organiser les petits complots entre nous, on va dire. Et à force d'être gangrénés, en fait, aujourd'hui la société ne se reconnaît plus du tout dans cette classe politique. Et c'est là où je veux rassurer la plupart des auditeurs en ce qui concerne le changement du système, le changement du paradigme, etc. Ce n'est pas parce que la République d'ABCIS disparaît que la France disparaît. Voilà. La francophonie ne disparaît pas. Ce sont des gens, d'ailleurs, les premiers jours vers qui on se tourne quand on est dans une situation, on va dire, chaotique de crise, c'est les gens qui comprennent notre langue, qui peuvent interagir entre nous. Au contraire, ça risque de rétisser les liens entre les gens. Et je pense qu'on doit
on doit se pencher plus vers la sagesse populaire concernant la réorganisation de la vie politique à nouveau. Et oui, abandonner ce système. C'est vrai que je radote souvent ça, mais ça me semble tellement vrai. Alors, Marcel Gauchet, effectivement, est-ce que le côté Ménil de Vélasquez et le côté, je dirais, consanguinité politique, est-ce que c'est en train, qu'on le connaît effectivement depuis des décennies, est-ce que c'est en train de disparaître ou au contraire, ça perdure, à votre avis? Je crois plutôt que nous avons affaire à un phénomène qu'on ose à peine nommer parce qu'il va très loin dans ses conséquences, de désertion de l'intérêt pour la fonction politique. Je crois que en titre de plaisanterie, je dirais qu'on pourrait imaginer un jour, pas si lointain, des élections où il n'y aurait pas de candidat. Ouais. Et pourquoi pas? Ouais. Je crois que nous ne sommes plus dans ce système qui a existé, vous avez tout à fait raison, de consanguinité, d'épuisement par logique purement interne. À dire vrai, c'était moins familial que basé sur des... Clanique, non? Clanique. Et basé surtout sur des corporations. Ouais. En France, ce qui s'est passé, c'est l'absorption du milieu politique par la haute fonction publique, qui vient de la Ve République. C'est vraiment lié au régime gaulien. Absolument. Donc c'est ça qui s'est passé, qui est complètement mort. Ça ne marche plus, parce que même cette haute fonction publique, aujourd'hui, est beaucoup plus tentée par les carrières très lucratives de la banque, des cabinets conseils, que par la politique. Bien sûr. Donc, mais au-delà de ça, qui est un phénomène en soi, il y a un phénomène plus important, qui est, au fond, dans un monde où la vie privée est valorisée plus que la vie publique, est-ce que... exercer le métier politique, qui est un métier ingrat, difficile, horrible même à de certains égards, parce qu'il vous dévore, ce métier n'attire plus. Et je crois que c'est un des problèmes qu'il va falloir mettre sur la table, y compris dans tous ces aspects, y compris financiers, parce que quand les gens ont le choix entre gagner 5 000 euros par mois, qui est en gros le salaire d'un député, et 50 000 dans des fonctions beaucoup moins dangereuses, parce que vous ne vous faites pas agresser dans la rue par les gens. Et vous ne vous faites pas démolir par la presse ou par... les réseaux sociaux, vous êtes tranquille. Évidemment qu'il va y avoir, on va arriver à une démocratie représentative, sans représentants. Alors vous allez... Mais qui ne sera pas la démocratie directe pour autant. Mais c'est ça, mais c'est le rêve de populistes. Ce sera un référendum sans que les gens puissent acter, ça va être intéressant. En tout cas, la radio sans auditeur, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, mais rapidement. Oui, je voulais ajouter, justement, très, très intéressant, parce que je pense que, vu que la fonction publique, elle ne doit pas se servir elle-même de ses propres prérogatives, en fait, c'est-à-dire à passer, à avoir des royalties sur différents contrats, etc. Et ça doit être le service donné au peuple, en fait. Elle doit être perçue comme telle, et elle doit être ressentie comme un sacrifice d'un individu au service de la collectivité, comme les pompiers qui prennent des risques pour sauver des gens, comme les soignants qui donnent de leur temps, de leur énergie pour sauver les gens. Ainsi, le politique, il doit se sacrifier. Donc leurs mandats doivent être révocables à court terme, et pourquoi pas tirer au sort. Sauf Nicolas, et ce que disait Marcel Gauchet, et malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel pays on se tait, c'est que le sens du sacrifice n'est plus aussi développé que, je ne dirais pas chez les Spartiates, mais même sans aller jusqu'à Sparte et Athènes, on n'est plus dans hélas, je dis bien vraiment hélas, parce que heureusement il y a une armée, il y a des soldats, il y a les soignants, il y a des gens qui se dévouent. Est-ce qu'ils sont les plus nombreux? Est-ce que l'éducation, je sais pas, est-ce que c'est une question d'éducation? C'est une question de... Est-ce que ça ressort aussi, Marcel Gauchet, de la liquéfaction dont vous parliez plus tôt, quoi? Tout à fait. Nous sommes là devant des transformations de la société sur lesquelles il faut réfléchir d'abord, avant de prononcer, de chercher d'ailleurs des solutions. Il faut s'adapter à une situation dont il faut comprendre les ressorts. Est-ce que c'est une pathologie transitoire? Ce qui est très possible. Il y a des périodes historiques de creux et des périodes historiques d'élan. Des gens qui se retrouvent le collectif et qui refont le collectif, c'est possible. Voilà. Qui refont la nation. Ça n'est pas un destin fatal, c'est un moment historique particulier. Nous sommes dans un creux historique.
Et il faut chercher plutôt les voies pour retrouver un élan collectif qui soit davantage porteur et qui appellerait naturellement cet esprit de sacrifice, parce que c'est passionnant. Est-ce que c'est passionnant d'être aujourd'hui député pour débattre des lois qui nous voyons paraître successivement? Voilà la question. Et s'engouffrant dans le creux, Guillaume de Poissy. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Monsieur Bercoff, merci pour toutes vos émissions de qualité et merci à votre invité Monsieur Gauchet. Merci. J'aimerais aborder avec vous le sujet de la construction européenne et avoir votre sentiment là-dessus, car j'ai bien l'impression que notre histoire en fait est en train de se répéter, et cela sous une autre forme. Mon sentiment est que nos entre guillemets élites politiques, et j'insiste sur le entre guillemets, ont construit l'Union européenne sur le modèle de l'expansion de la chrétienté en Europe. Si vous me le permettez, je vais m'expliquer au travers de 4 exemples. Alors le premier, tout d'abord, malgré le concept de souveraineté du peuple inscrit dans notre Constitution, force est de constater que le droit européen est actuellement supérieur au droit français. Ce n'est pas une nouveauté. Si je fais un parallèle à notre passé, force est de constater là aussi que le droit canonique du Vatican était supérieur au droit du Royaume de France, ou du moins a fortement influencé ce dernier. Nous pouvons prendre par exemple le concept de blasphème qui, après injonction du Vatican au royaume chrétien, fut considéré comme un crime, notamment... Guillaume, je vous demande simplement de donner les 4 points parce que malheureusement le temps nous est compté. Mais allez-y, je vous en prie. Ah d'accord, ok. Oui, parce que si vous commencez à donner des exemples chaque fois, malheureusement, vous voyez, c'est une émission de radio, mais c'est très intéressant ce que vous dites, mais donnez surtout les 4 points, peut-être avec moins d'exemples, voilà. D'accord, ok, je vais essayer de faire un peu plus rapide. Merci. En termes de prise de décision politique, voilà, notamment en termes de politique extérieure, voilà, nous avons actuellement la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, qui prend les décisions pour nous. Nos parlementaires ne sont pas, voilà, on ne leur demande pas leur avis, alors que là, on est en train d'être co-belligérants dans la guerre en Ukraine, littéralement. Et c'est un petit peu aussi ce qui se passait à l'époque avec le Vatican qui, par injonction au roi de France, ordonnait d'aller faire les croisades, ou bien évidemment aussi d'exterminer les Cathares qui, à l'époque, voilà, faisaient un petit peu d'ombre au Vatican. C'est bien de le rappeler, oui. Voilà, exactement. Au niveau aussi de l'organisation de l'Union européenne, les décideurs finaux européens, donc tels que van der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, on voit qu'ils sont nommés par les élus européens au sein de leur propre conclave, si j'ose dire. Et c'est exactement ce qu'on pouvait observer aussi à l'époque du Vatican, c'est-à-dire que voilà, le pape était nommé par les cardinaux, bien évidemment il y avait des cardinaux français, et ces cardinaux étaient eux-mêmes nommés par le pape sous la demande des grandes familles royales et nobles d'Europe, bref, sous demande des décideurs nationaux. Donc j'ai l'impression qu'on a là aussi une organisation qui est un petit peu semblable. Et pour terminer mon dernier point, je souhaite parler un petit peu de manière idéologique de la manière dont s'est construite cette Union européenne, qui là aussi me semble assez proche de ce qui a été fait avec l'expansion chrétienne européenne par le passé. Donc je ne vais pas revenir sur le référendum de 2007, mais ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui... c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout opposant à cette construction européenne politique est immédiatement qualifié de nationaliste, voire même d'autres termes que je ne mentionnerai pas ici, tellement je trouve cela ridicule. Et vous constaterez que par le passé, tout opposant au Vatican était immédiatement diabolisé et qualifié d'hérétique. Merci Guillaume, merci. Les 4 points, on les a retenus. Alors justement, c'est intéressant. Que pensez-vous de ce parallélisme, Marcel Gauchet? Ce parallélisme est fondé, puisque, en effet, l'Europe représente cette chose assez remarquable dans l'histoire, d'une unité de civilisation qui a d'abord été chrétienne et organisée autour de l'Église catholique. C'est la matrice culturelle de l'Europe, incontestablement, et qui s'est ensuite, cette unité s'est fragmentée en États souverains, qui ont pris le pas sur la suprématie pontificale pour définir chacun dans leur ordre leur législation propre. C'est effectivement ce qui
hante notre passé. Est-ce qu'il faut aller chercher aussi loin les racines de la construction européenne actuelle? J'en suis pas sûr. Je pense qu'elle répond à une logique assez différente. Je la résumerai en 2 mots, parce que c'est un sujet qui pourrait justifier de très longs propos. Évidemment, nous avons l'origine de la construction européenne, hein, le vrai père, on l'a dit beaucoup, et il faut le répéter, le vrai père de la construction européenne, c'est Staline. Car face à l'Union soviétique menaçante, l'idée d'une alliance forte regroupant les pays menacés par l'Union soviétique avait tout son sens. Ben oui. D'ailleurs, en lien étroit d'ailleurs avec la politique des États-Unis, qui ont joué leur rôle dans cette partition. Une fois l'Union soviétique disparue, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça devient autre chose. L'Europe trouve sa justification nouvelle et non dite, et jamais débattue dans aucune assemblée, ni même devant les peuples, consultés sur un traité, mais pas sur la philosophie profonde de la chose. C'est l'adaptation à la mondialisation néolibérale telle qu'elle existait déjà et à laquelle il s'agissait de donner un élan supplémentaire. Il s'agit de faire de l'Europe, en fait, une sorte de laboratoire de cette mondialisation. C'est un autre projet que le projet initial. Et là, la différence profonde avec l'Europe chrétienne des origines, c'est que le matérialisme économique est au premier plan, beaucoup plus que les directives spirituelles de la papauté. Après Dieu est mon droit, laissez faire, laissez aller. Oui. On change quand même beaucoup de philosophie. Oui, absolument. Et puisque vous n'êtes pas encore rat de laboratoire, vous pouvez encore nous appeler au 826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons tout de suite à Pessac avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Monsieur Gaucher, bonsoir à tout le monde. Je me permettais d'intervenir sur plusieurs sujets parce que vos émissions sont tellement complètes qu'on a du mal à faire un résumé rapide et complète et intéressante bien sûr. Je me permettais de rappeler simplement par rapport à l'intervention de Monsieur Juvin Brunet notamment par rapport à la guerre, c'est qu'il y a la guerre économique. Il faut savoir que quand il y a eu la guerre, en tout cas les embargos avec l'Iran, Peugeot a perdu son 2e marché mondial sous injonction américaine. Aujourd'hui, Renault vient de vendre Lada qui est son 2e marché mondial. Donc, il faut savoir à qui profite le crime, parce qu'effectivement, ce sont nos industries. Vous inquiétez pas, si General Motors doit réinvestir la Russie suite à des accords, ils y seront. Aucun problème. Voilà. Et là, c'est marrant, c'est aucun problème, effectivement, comme vous le dites. Il y a quand même une constante aussi dans ces guerres-là, c'est que effectivement, on va remonter juste à Louis XVI, mais rassurez-nous, je ne vais pas vous faire les 200 ans d'histoire. Quand on a eu la chute effectivement du roi de France, on a eu la planche à billets de John Law et la planche à billets a donné Napoléon. Quand on a eu toutes les autres guerres, 1870, 1914 et évidemment celle de 39, qui est la plus récente, on a eu la faillite de l'État, on a eu la planche à billets qui donne la dictature et qui donne une guerre effectivement pour effacer des dettes. Quels sont les pays aujourd'hui qui sont en faillite? Tous les pays occidentaux. Et si on prend les finances de la Russie, de l'Inde ou du Pakistan ou d'autres, elles sont beaucoup plus saines que les nôtres. Et à chaque fois, on a le droit à la même chose. Il ne faut pas oublier que Biden, dans ses déclarations, a dit en gros qu'il se battrait jusqu'au dernier Ukrainien pour sauver l'Europe. Ukrainien, pas américain évidemment. Le soldat Ryan, il n'est pas prêt de revenir. Et l'autre déclaration qu'il a faite, c'est que les conséquences pour l'Union européenne seront effectivement catastrophiques, enfin en tout cas très difficiles, mais c'est le prix à payer. Ça me rappelle un peu Madeleine Albright. Il faut souffrir pour être beau. Voilà, mais ça me rappelle Madeleine Albright avec les 500 000 morts en Irak, ça n'a gêné personne. Voilà, j'essaye d'être rapide parce que je sais qu'il y a tout le monde, mais j'essaye de donner mes idées. D'accord, allez-y. Et je finis simplement sur le fait que effectivement on a une chute de enfin c'est même plus une chute, c'est une disparition de la démocratie, puisque même Klaus Schwab s'est vanté que Macron était un global leader comme Trudeau, comme tout le reste. Donc en fait ils appliquent un plan, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont aucun scrupule à le faire. Le peuple les intéresse pas, ils ont un plan à appliquer et malheureusement il est prêt d'être appliqué dans les 5 ans à venir. Je fais juste une petite aparté et après je vous laisse et j'espère que Monsieur Gaucher aura des réponses, enfin en tout cas sa réflexion intelligente à ça. Tout de suite, voilà.
Alors sur les effets secondaires, parce que là on reparle du sujet de début, moi j'ai des amis, j'ai jamais eu de problème, j'ai une 50aine d'années, j'ai jamais eu de problème de Covid, ni autour de moi, ni par rapport à ce virus. En revanche, je n'ai que des effets secondaires par rapport au vaccin, et pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est à mon âge, qui a jamais fumé, qui a jamais bu, il s'est retrouvé avec un bilan sanguin d'un mec qui avait fumé comme un pompier pendant 30 ans, et qui avait bu une bouteille de whisky, pareil pendant 30 ans. Et résultat des courses, il a maintenant une tache au poumon, alors que le type n'a jamais pris, enfin c'est un ami, il n'a jamais pris une goutte d'alcool, une goutte de bref, il s'est fait vacciner quoi, à 3 doses? 3 doses, ouais. D'accord. Et après la 3 doses. Alors je finirai juste sur une citation. Très vite, s'il vous plaît. C'est une citation de Cicéron qui dit « Plus l'effondrement de l'Empire est proche, plus les lois sont folles ». Et on est un peu dedans. Plus les quoi sont folles? Plus l'effondrement de l'Empire est proche, plus les lois sont folles. D'accord. Oui, il n'y a pas que les lois. Mais il n'y a pas que les lois. Oui, Marcel Gauchet, la question que je vous posais de la suite de cela, est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part... je ne dis pas l'économiste avait dit que la France était une démocratie faillible en ce moment. Non, c'était l'économie qui disait faillible. Mais est-ce que, alors, évidemment, si on dit, ah mais comment la France, attention, la démocratie, il y a quand même des coups de boutoir, on vous dit, mais attendez, arrêtez de dire n'importe quoi, on n'est pas la Corée du Sud, on n'est pas la Russie, de Poutine, etc. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, franchement, alors vous, l'observateur et l'essayiste que vous êtes le mieux placé pour ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même, par cette espèce de disparition, il faut le dire, du Parlement, par cette espèce de concentration médiatique, par énormément de choses, est-ce qu'il n'y a pas quand même un déséquilibre et une non-séparation des pouvoirs et surtout une disparition, liquéfaction des contre-pouvoirs qui quand même devrait nous interpeller? La situation est un peu plus compliquée que celle que vous décrivez, car dans cet évidement des pouvoirs, il y a un pouvoir qui monte et qui joue un rôle de plus en plus important, qui est le pouvoir judiciaire ou le pouvoir juridictionnel, pour parler de manière plus rigoureuse et plus savante, puisque le Conseil constitutionnel, par exemple, n'est pas un pouvoir de judiciaire au sens du tribunal correctionnel du coin. Donc, le paradoxe de la situation, c'est une société très atone et des pouvoirs très faibles. Qui font des lois peut-être folles, comme le disait notre auditeur. Comme disait Cicéron. Peut-être folles, mais surtout peu appliquées ou pas applicables du tout d'ailleurs. Donc, c'est l'impression de liquéfaction ne crée pas que nous avons du point de vue de la vie sociale, et d'ailleurs il y a même un sociologue illustre qui a parlé de société liquide. L'image est bien là. Elle est pas. Zygmunt Bauman. Voilà, elle parle tout à fait. Ça ne produit pas, par contraste, des pouvoirs autoritaires ou des pouvoirs forts. Oui, c'est des pouvoirs éventuellement arbitraires. Parce qu'ils ne font que le but qu'ils poursuivent, mais ce sont des pouvoirs faibles en même temps. Mais ce sont des pouvoirs sans consistance véritable, qui n'embrayent pas sur la réalité, qui sont constamment sur la défensive, et de telle sorte que, au moins, si j'ose dire, en termes de physique politique, si la faiblesse de la société crée la force des pouvoirs, à supposer qu'on est un conducteur du pouvoir dévoué au bien public, ça pourrait marcher. Mais non. Tout le monde est entraîné dans la même chute. Et c'est ça qui rend la situation, ce qui crée ce climat dépressif, inquiet, parce que nous n'avons en fait aucun recours. Parce que, non mais on n'a malheureusement pas le temps, on est à la fin de cette émission, mais on ferait le plaisir de revenir parce qu'il faut parler de ce pouvoir judiciaire. Vous savez très bien, mieux que moi, que le parquet, en principe, doit sa carrière au gouvernement. Quand vous avez Conseil constitutionnel, tout ça sont... en fait, partagé par les mêmes personnes, il y a quand même un problème de pouvoir. Montesquieu se retournerait dans sa tombe 20 fois. Non. Oui, mais ce pouvoir est fait pour quoi? Justement, ce pouvoir juridictionnel qui mérite vraiment une analyse, parce que je crois que c'est un des points forts de la crise politique actuelle. Tout à fait. Il va dans quel sens? Il va dans le sens de l'affaiblissement des pouvoirs. Et par lui-même, il n'a aucun pouvoir de contrainte. Bien sûr. Il ne commande pas. Mais il juge, il empêche. Et c'est un pouvoir d'empêchement extrêmement puissant, de plus en plus puissant, qui contribue à la paralysie de nos systèmes politiques. Force d'inertie agissante, mais lisez le livre de Marcel Gauchet, Les leçons d'un échec, le malheur français. On va essayer, non pas d'y remédier,
mais peut-être de l'effriter un peu, ce malheur français. Et ça a été publié chez Stock l'année dernière, mais c'est toujours d'actualité. Puis tout de suite, Brigitte Lahaye. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff.